On passe aux différentes questions diverses. Alors, qu'est-ce qu'il y a le tableau des questions diverses? Alors, les questions diverses. On y va. Retrouver Cherbourg-Octeville, c'était par rapport à Alstom, je crois. Hein, donc, bon, qu'est-ce que, enfin, je parle sous le contrôle de Benoît. Benoît va compléter. Donc, non ? Un détail. C'est bon? Vous avez dit 16 pour, c'est ça? Non, mais c'est parce que je n'ai pas enregistré, mais il est tard. 16 pour, 4 abstentions? 19 et 19 contre. Le 19. Ça fait 39. Bien. 39 conseillers avec le vote. Et on est 30, Vous avez dit 35 exprimés. 35, vous avez dit. Vous avez dit 35 exprimés. Non, les 35 exprimés, c'est les 4 abstentions qui avaient été retranchées. D'accord, oui, d'accord. 35, voilà, tout à fait. Oui, Pas de problème. Non. Vous avez l'esprit vif. Très bien. L'esprit vif. Ok, ben c'est bien. Ok. Sur Alstom, moi je vous invite, hein, comme l'avait fait, je crois que c'était Claudie Lenoy ou Benoît. La question d'Alstom, c'est les élus du groupe d'opposition demandent un point exhaustif d'avancement du dossier Alstom relatif à l'implantation d'un site de production d'éoliennes offshore à Cherbourg-Octeville. Calendrier d'implantation, détail des activités industrielles qui seront implantées, nombre d'emplois directs générés, nombre d'emplois indirects estimés, impact financier, etc. Donc, Ça marche, hein ? Oui. c'est bon. Au dernier conseil, sur Alstom inaugure, comme vous le savez, l'usine de Saint-Nazaire complémentaire des usines cherbourgeoises début décembre, en présence du Premier ministre d'ailleurs. Par contre, je peux vous envoyer Nicolas Seri, hein, qui gère le dossier pour Alstom, a donné une interview au Marin, média bien connu. Donc sur le site du Marin, vous avez Nicolas Seri qui parle des usines cherbourgeoises, qui confirme bien entendu l'usine de Mât et de Pal et qui confirme ce que nous avions dit en termes d'emploi. Voilà, le dossier suit son cours. La procédure, si quelques nouvelles depuis le dernier conseil tout de même, c'est que vous saviez que le permis de construire avait déjà été signé par le maire de Cherbourg et le maire de Tourlaville sur l'usine de Pal. La procédure ICPE vient de se terminer avec un avis favorable. Donc les jalons avancent comme ils doivent avancer. L'autre bonne nouvelle qui avait été aussi annoncée par les médias, c'est que le hub de Fécamp, qui devait initialement être assemblé au Havre, le sera à Cherbourg, ça a été annoncé. Donc c'est une bonne nouvelle supplémentaire pour notre territoire. Encore une fois, le dossier suit les jalons prévus. Et moi, je souhaite que les industriels, par contre, viennent sur le territoire avant la fin de l'année ou tout début d'année pour retravailler avec PNA, avec la CCI sur les aspects techniques du montage de l'usine, quoi. Voilà. Mais les choses suivent son cours et on a à la fois, je vous dis, le hub de Fécamp est plutôt une bonne nouvelle complémentaire du territoire. Voilà, tout à fait. Ce qu'on sait, donc, c'est qu'il y a 2 usines qui sont prévues, hein, on répète, une usine de Pal avec un effectif de 300 personnes qui seraient recrutées, une usine qui s'appelait équipement d'EMA, le chiffre exactement c'est 195 personnes, donc c'est à peu près 200. On sait que 500 emplois directs généreront, c'est les calculs qui nous ont été fournis par Alstom, 1000 emplois indirects, ça c'est les calculs d'Alstom. Ensuite vient en complément les 2 hubs de montage, parce que vous savez que ce qui va se passer, c'est que les nacelles et les turbines viendront de Saint-Nazaire, elles permettront d'être débarquées grâce au quai lourd qui a été réalisé par Port Normand Associés. Et puis ensuite, donc, ces nacelles et ces turbines seront montées bien évidemment sur un mât, seront équipées en général c'est 2 pales, la 3e étant en réserve, et puis ensuite elles sont mises sur un bateau spécial, elles partent, c'est ce qu'on appelle le hub de montage. Donc on bénéficiera du hub de montage pour les champs, les 2 champs de Courseulles et d'autres. Voilà ce que l'on peut dire. En termes de calendrier, ensuite, il appartient à
à Alstom de communiquer. Je pense qu'ils le feront prochainement, donc pour confirmer le calendrier. Entre-temps, il y a la constitution de la joint venture entre General Electric et Alstom, donc une joint venture 50-50. Donc les confirmations ont été faites à la fois par voie de presse et sur le site internet du marin. Pardon. Un dernier complément, vous avez aussi remarqué que le milieu des énergies marines renouvelables aujourd'hui sur la partie à la fois hydrolien et éolien bouge. Certains acteurs quittant le marché, d'autres se regroupant pour être plus forts. LM Wind Power, le fabricant danois de pales, en lien avec Alstom, essaye aujourd'hui d'attirer vers sa technologie et vers sa propre usine d'autres grands groupes énergétiques, ce qui serait éventuellement bon pour notre territoire si jamais LM Wind Power arrivait à décrocher d'autres marchés que ceux qu'elle a déjà signés avec Alstom. Okay. La question suivante, alors c'est une question sur la santé commerciale et financière du centre commercial des Éléis avec les indices de fréquentation. On n'a pas encore, je vous le dis, on n'a pas encore collecté, c'est compliqué, mais ça arrive parce que c'est assez exhaustif ce que vous nous demandez, puis nous n'avons pas, nous, les chiffres, donc on est obligé d'une certaine façon de les redemander. Bon, ce qu'on peut dire clairement, c'est que le taux d'occupation de l'ensemble du centre commercial est à peu près de l'ordre de 89%. Sur la seule partie galerie marchande, il y a un taux de vacances de 30%, qui concerne le premier étage. Je sais qu'il y a des investisseurs qui viennent. Il y a un nouveau directeur qui vient d'être nommé comme directeur, moi que j'ai rencontré, qui s'appelle Anthony Gourveau, qui a là aussi réaffirmé sa volonté de continuer à œuvrer, notamment dans le cadre de l'Office du commerce et de l'artisanat avec les unions commerciales. Dès que je suis vraiment en mesure de vous donner les chiffres de fréquentation qui sont pas si mauvais que l'on pourrait imaginer, d'une certaine façon. Alors ça dépend des enseignes. Alors il faut voir aussi par rapport à ça le caractère confidentiel. Alors bon, normalement les chiffres d'affaires, on les retrouve dans les cabis, on les retrouve, ils sont publics. Donc il faut qu'on peut pas divulguer des informations pour lesquelles nous ne sommes pas complètement autorisés à le faire. Mais moi, ce que je m'engage à faire, c'est une note justement de conjoncture, qui soit la plus exhaustive possible, qui sera travaillée en lien avec les investisseurs. Monsieur Chemin. Est-ce que la ville de Cherbourg ou la CUC est garant des loyers qui sont impayés ou... Non. Non. Je sais pas, c'est des bruits qui courent sur Cherbourg, donc on me pose la question. En ce qui concerne la ville de Cherbourg-Octeville, nous ne sommes pas garants de loyers qui seraient impayés. Moi, je peux le dire Et la CUC très clairement. Juste sur les loyers impayés ou sur les loyers ou sur les magasins qui ne sont pas encore ouverts dans les Éléis. Sur les magasins ? Oui. Non, absolument pas. Et sur les loyers impayés ? Mais non plus. Non, mais je sais pas, c'est des commerçants qui sont... Non, mais j'avais déjà eu l'occasion au dernier conseil de faire un point précis sur quel avait été l'engagement de la communauté urbaine, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations d'ailleurs. Donc c'est déjà des éléments qu'on a donnés, mais en aucun cas la communauté urbaine n'est liée en quoi que ce soit sur les loyers impayés, sur des caisses commerciales vides. Voilà. Ce que j'espère surtout, c'est que la nouvelle direction qui vient d'arriver, et je l'ai fait savoir aussi à la CDC, va dynamiser un peu la politique de commercialisation de certaines cases encore vides aujourd'hui. Alors moi j'attends aussi les chiffres. Ce que l'ancienne direction nous faisait savoir, c'est que progressivement, mois après mois, le chiffre d'affaires du magasin progresse et retrouve une courbe extrêmement intéressante pour eux. Voilà. Et pour ceux d'entre vous qui fréquentent, ce qui est mon cas, les clients que nous sommes voient l'augmentation de fréquentation. Ça se voit quand vous allez dans l'hyper et dans la galerie. Il y a une ou deux enseignes qui sont dans le top 10 au niveau national par rapport à, je dirais, la viabilité de leur implantation. Je n'ai pas eu vent de cette rumeur, mais... Moi j'ai deux rumeurs. J'ai la rumeur que la CUC subventionne ou est garante des loyers impayés, et l'autre rumeur, c'est que la ville de Cherbourg a payé le parking.
Eh bien, ce ne sont que des rumeurs. Voilà. Non, mais Vous l'avez dit, pas le des nom, ce ne rumeurs, sont que des c'est rumeurs. des commerçants qui m'ont interpellé parce qu'on parlait On n'a voilà, pas payé le parking. et que ces commerçants qui ont refusé d'aller là-bas, pourtant ils avaient été interpellés, des commerçants de bonne marque, hein, et ils me faisaient tout le tableau noir des hélices. Et n'ayant pas d'informations, je vous pose la question. Ça me permettra de leur répondre qu'il faut taire les rumeurs. Mais encore une fois, je suis déjà intervenu suffisamment longuement sur le détail de la relation communauté urbaine, CDC et l'ensemble de l'aménagement, mais je veux bien par courrier vous redonner les éléments comme je l'ai fait au dernier conseil, ce qui vous permettra de l'avoir dans votre poche et quand vous ferez vos courses de rompre le cou immédiatement à ce genre de rumeurs. Oui, c'est le but. Merci. Ok. La question suivante, c'est par rapport le chantier de rénovation de la place du théâtre, le rappel des coûts prévisionnels, le coût complet. Il nous avait été demandé un état des lieux exhaustif des travaux concernant l'attractivité du centre historique de Cherbourg-Octeville et notamment les différents aménagements qui nous restaient à engager. Nous aurons à l'avenir donc les travaux de pavage du secteur du Café du Théâtre lorsque celui-ci sera achevé, donc normalement été 2015. Les plantations de l'esplanade de la laïcité, mais qui vont être réalisées à la fin du mois, début du mois de décembre, et la mise en œuvre des bornes. Donc, faire un point très rapide là-dessus. On a pu constater à diverses reprises qu'il y avait des comportements inciviques sur cette place où il y avait du stationnement sauvage, bien qu'elle soit exclusivement piétonne. Donc, va être mis en œuvre et l'arrêté, je parle sous le contrôle de Michel Louiset, va bientôt être pris concernant le fonctionnement de ces bornes qui évitera à l'avenir d'avoir ce stationnement sauvage qui défigure la nouvelle place de Gaulle. Ensuite, pour le coût global, il s'élève pour la part ville à 4 400 000 €. La région a abondé dans ce budget à hauteur d'1 200 000 €, mais également aussi EDF, nous l'avons souligné au moment de l'inauguration, dans le cadre des crédits Grand Chantier EPR, à hauteur d'1 500 000 €. Voilà, nous aurons, lors du conseil municipal du mois de décembre, à délibérer sur l'achat, que j'évoquais tout à l'heure, des nouveaux végétaux qui seront plantés sur l'esplanade de la laïcité. Voilà. Pour ce qui est des quelques avaries techniques que vous avez pu constater dans la presse, ce n'était rien de bien méchant et qui n'a pas amené, bien évidemment, pour la ville de coûts supplémentaires, puisque ceci était à la charge des entreprises. C'était de la responsabilité des entreprises. Quand il y a des malfaçons, c'est normal, hein, on est exigeant, on vérifie, on contrôle et on fait réparer. Ok. La question suivante concerne donc le point précis du niveau d'occupation des surfaces commerciales, cette fois-ci de l'hyper-centre-ville. Guylaine. Alors, pour faire cette évaluation de vacances commerciales, vous pouvez vous reporter à l'offre, à l'étude de la CCI qui a été remise en mai 2014, et une analyse réalisée par le cabinet Bérénice que nous pouvons vous mettre à disposition. L'étude de la CCI permet de comparer la situation constatée en décembre 2012 à celle de décembre 2013. En décembre 2013, 638 cellules commerciales ont été recensées sur l'ensemble du périmètre du centre-ville de Cherbourg, définies, soit 12 cellules de plus qu'en 2012. L'augmentation du nombre de cellules est principalement due à un ajustement par la comptabilisation de certains emplacements existants en 2012, mais non retenus lors de la première étude. Les secteurs des CHR, donc café, hôtel, restaurant, et de l'équipement de la personne sont toujours les plus représentés avec respectivement 20% et 17% total de l'offre. Les 83 locaux vacants représentent en 2013 13%, donc c'est un taux de mitage, du total des locaux commerciaux recensés sur une augmentation de 3 points par rapport à 2012. Ce taux est une moyenne qui cache des disparités par quartier, mais aussi à l'intérieur des quartiers. Et cette étude de conclure, 8 mois après l'ouverture du centre commercial des Hélices, l'offre du centre-ville de Cherbourg ne semble pas avoir été fortement impactée,
Nous ne pouvons à l'heure actuelle établir le lien direct entre les mutations observées du centre-ville de Cherbourg et l'ouverture du centre commercial des Éléis en mai 2013. Il n'y a eu que très peu d'enseignes qui se sont transférées. Nous assistons pour l'instant à des changements qui, à notre point de vue, semblent essentiellement conjoncturels. L'analyse Bérénice, le cabinet Bérénice compare la situation de notre centre-ville à celui d'autres communes en nombre d'unités shopping, hors vacances, restauration et services. Et avec le centre commercial des Éléis, le centre-ville de Cherbourg fait mieux que les villes de taille comparable. Donc 3,4 commerces pour 1000 habitants et l'unité urbaine contre 2,9 en moyenne. Cherbourg bénéficie de plus d'un bon ton d'enseigne nationale, 34%, et d'un bon mix shopping, avec notamment 50% des magasins alimentaires en plus de la moyenne de l'échantillon. Les mesures que la ville met en place pour dynamiser le commerce, donc la ville assure l'ingénierie des dossiers FISAC sur le centre-ville et les provinces, permettant de collecter des financements d'État en faveur du commerce et de l'artisanat. De même, la ville soutient le commerce avec la création de l'OCA, donc l'identité collective et le guide des marques, soutien aux initiatives des unions commerciales, soutien financier et technique, aide à la rénovation des vitrines. Donc, je vais vous donner les chiffres. 293 rénovations de 1996 à 2013 pour 521 000 €, 21 dossiers par an pour une subvention moyenne de 1 800 €. Et la forte implication dans les illuminations de Noël pour un montant de 165 000 de location de motifs hors frais du personnel. Voilà, donc on attend avec impatience, et je crois qu'on peut remercier la Chambre de commerce notamment, de faire une étude qui est vraiment une étude exhaustive, un case commercial par case commercial, de l'évolution de la commercialité, notamment dans le centre-ville. Et on s'est rendu compte d'une chose, je parlais tout à l'heure des quais, mais c'est vrai qu'il y a un dynamisme, on avait constaté, même s'il y a une augmentation du taux de mitage, on a perdu, si on peut dire, 3 points. Le taux de mitage est passé de 10 à 13, mais néanmoins, donc, sur certains secteurs, il y a un dynamisme. Et le seuil critique est de 15%. Ah, oui. Bon, alors attention, il faut être prudent, parce que je sais qu'il y a des commerces qui sont en grande difficulté, on est en situation de crise. Oui, on ne peut pas se réjouir, on est en situation de crise, donc il faut être extrêmement prudent. Ceci dit, depuis que je suis en délégation, donc depuis 8 mois, j'ai reçu 4 mutations, donc 9 ouvertures de commerce, donc 4 mutations et 5 nouvelles exploitants. Voilà. Et puis on aimerait justement pouvoir, je vais laisser la parole à Benoît Rivet, mais travailler encore un peu plus avec la Chambre de commerce et d'industrie, qui a un très bel outil qui s'appelle Créatech. Je l'ai toujours dit, Créatech, c'est-à-dire pour l'accompagnement donc de la reprise d'activité ou de la création d'activité, et puis de voir comment justement ces porteurs de projets peuvent s'implanter en cœur historique. Monsieur Rivet. Juste un mot, je l'ai déjà dit à M. Camus, président de la CCI, c'est que lorsqu'on parle de case commerciale ville dans l'hypercentre, et lorsque les études effectivement sont bien faites, et ce qui nous donne une perspective, une évolution, moi je trouve dommage de continuer à intégrer au calcul des cases commerciales qui par nature ne seront jamais relouées. Il y a sur l'hypercentre des anciennes cases commerciales aujourd'hui vides qui sont inlouables parce qu'elles ne correspondent absolument plus à une activité commerciale quelconque d'aujourd'hui. Alors j'espère que la CCI pense, mais j'espère qu'elle agira. Il va falloir transformer, avoir des opérations de transformation, mais compter aujourd'hui certaines cases commerciales dans ce schéma de fonctionnement et dans ce calcul me semble être inopportun parce qu'encore une fois, on a tous en tête des cases commerciales qui sont inlouables aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de surface, parce que ça ne correspond pas aux nouvelles normes. Et je pense qu'il faudra que la CCI avance là-dessus et intègre cela dans ses différentes études. Merci Benoît. Voilà, on passe aux questions de la gauche debout. Alors la première, c'était, peut-on avoir des retours sur les demandes réalisées par le club de palmes sportives de Cherbourg-Octeville? Tu réponds, Franck, tu apportes quelques éléments. Puis moi, j'apporterai quelques éléments de complément parce qu'on n'est pas resté inactif sur le sujet. Oui, je vais donner des explications. D'abord, je vais faire un historique par rapport à ce club. Il faut savoir que ce club est né en 2011 suite à un différend avec l'autre club, c'est-à-dire qui est le CNP Cherbourg Natation Plongée.
Ces dirigeants sont partis et ont créé un club qui s'appelle le PSCO, Palme Sportive Cherbourg-Octeville. Ils nous ont demandé à la collectivité d'avoir des créneaux sur les piscines. Lors d'un bureau municipal, j'ai présenté une délibération là-dessus, une présentation là-dessus. Il avait été décidé en bureau municipal en 2011 que la collectivité ne pouvait pas donner de créneaux puisqu'un club était déjà existant et historique depuis 36 ans sur la collectivité. Ce club de PSCO s'est donc orienté sur un autre club en mutualisant avec Cherbourg Triathlon. Ils ont pris des licences chez Cherbourg Triathlon. Bon, soit ils ont fait, là on ne peut pas regarder, ils ont pris des licences chez Cherbourg Triathlon et voilà. Ils ont manifesté devant la piscine du MOPA pour réclamer des créneaux supplémentaires. Il faut savoir une chose, c'est que sur les créneaux des piscines, Cherbourg-Octeville est la seule sur la communauté urbaine à accueillir des associations. Il faut bien se le préciser. Les associations, il y en a 19 qui ont des créneaux d'utilisation sur les piscines. C'est 125 heures hebdomadaires de créneaux dans les piscines. Il y a les scolaires, il y a le public, les piscines sont occupées de matin 8 heures, même la piscine de Chantraine à partir de 7 heures le matin par la marine, jusqu'à 22h30. Il n'est pas possible au niveau de la collectivité, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas accueillir une autre association de natation. On les a rencontrés, le maire va en parler tout à l'heure. Moi, je poserai simplement une question. Ils ont manifesté devant la piscine de Maupas. D'accord, mais pourquoi ne vont-ils pas manifester sur les autres piscines de la communauté urbaine, voire du Nord-Cotentin, là où ils ont des licenciés qui sont habitants? Moi, je pose la question parce qu'il n'y a que Cherbourg-Octeville à chaque fois qui est mis devant le fait accompli. Ok, non, juste pour compléter ce que dit Franck, c'est vrai que, comment dirais-je, on assiste à un développement des nouvelles pratiques, notamment. Alors, les nouvelles pratiques, on a vu apparaître depuis quelques années l'aquagym, on a vu apparaître l'aquasanté, notamment sur les problématiques de périnatalité, estime de soi liée à l'obésité. On a aussi des nouveaux sports qui apparaissent. Alors, je ne sais pas si la nage avec le palme est une tradition ancestrale que le mais bon, ce qui veut dire qu'on a des difficultés. On les a rencontrés et souvent, bon, c'est vrai, on essaie de trouver des solutions. Ils nous ont dit, on est obligé de mutualiser, c'est-à-dire qu'on ne peut plus attribuer un créneau à un club quand il y a 4 ou 5 lignes d'eau. On est obligé maintenant de partager. Donc ils nous ont dit, lors de cette réunion, qu'il y avait des possibilités sans doute de mutualiser avec les clubs. Donc on les a rencontrés, je ne sais plus quand c'était le 23 octobre, j'ai encore mon petit compte-rendu de réunion. Ils nous ont dit, ben voilà, il y a des possibilités. Donc pas plus tard que le lendemain, j'ai pris mon téléphone, tout simplement, pour voir quelles étaient les possibilités de mutualisation avec les autres clubs qui bénéficiaient de créneaux. Et puis je leur ai fait le courrier suivant, donc le 31 octobre 2014. Donc suite à notre rencontre du 23, relative aux besoins de disposer des créneaux de piscine, en particulier le samedi, parce qu'il y avait un problème le samedi, afin de maintenir le niveau des sportifs du club. J'ai le plaisir de vous confirmer que les pistes de travail que nous avions évoquées concernant la mutualisation des lignes d'eau ont abouti. Ainsi, donc, à compter du 8 novembre 2014, vous disposez donc d'un certain nombre de créneaux, donc entre 12h30 et 14h, d'un créneau mutualisé avec l'AS Cherbourg Natation. Je remercie l'AS Cherbourg Natation et sa présidente d'avoir accepté qu'il y ait une mutualisation, et entre 16h et 18h d'un créneau avec le club plongée de la SAM, et je remercie là aussi le président du club plongée de la SAM. Donc j'ai eu tout le monde un peu au téléphone pour essayer de régler, c'est partie du charme du rôle du maire, d'essayer de régler des problèmes par la négociation. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse... alors, il est vrai que tout cela, aux yeux du PSCO, n'est pas satisfaisant. Parce que c'est vrai, les sportifs montent en niveau, plus ils montent en niveau, plus il faut qu'ils s'entraînent, plus il faut qu'ils s'entraînent, plus il faut qu'il y ait des créneaux. Donc on est un peu dans une spirale sans fin. Donc je ne vous cache pas qu'à l'heure actuelle, on n'a pas résolu, satisfait à l'ensemble de leurs demandes, parce qu'attention, leur demande, c'est la suivante, hein, ils voudraient le lundi de 20h30 à 22h pour un groupe compétition, le mardi soir, le mercredi entre 16h30 et 18h pour l'école de Palme, le jeudi pour la compétition, le vendredi en soirée en 20h, donc c'est quasi, je ne vais pas dire qu'on a des... Non,
le samedi de 12h30 à 14h, etc. Bon, ce qui est légitime, ce qui est extrêmement légitime, hein, mais il faut savoir qu'on est aux limites de l'exercice. On est aux limites de l'exercice. Donc on essaye, tant que se peut, de composer. Voilà. Excuse-moi, Ralph. Non, ben voilà, donc l'état des lieux, vous l'avez fait. Est-ce qu'il y a une action en justice qui a été entreprise devant le tribunal administratif de la part de ce club par rapport au fait de ne pas obtenir des créneaux? Alors je ne sais pas, il faut leur poser la question. Ils nous ont écrit à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient obtenir des créneaux par le biais du tribunal administratif. Moi je plains le juge, hein, parce que moi je dis, écoutez, monsieur le juge, vous nous gérez tous les créneaux piscine, moi ça va m'enlever une épine du pied et je vais être beaucoup plus zen. Donc si le tribunal administratif peut gérer les créneaux piscine de la ville de Cherbourg-Octeville, je n'en suis que satisfait. Oui, tu peux. Voilà, ça marche. Je vais simplement répondre. Dans la loi, qui est du ministère de la Jeunesse et des Sports, la ville n'a aucune obligation de mettre à disposition des équipements sportifs, donc des créneaux, ni de donner de subventions. C'est aux collectivités de le vouloir ou pas. Donc, ils peuvent attaquer sur le tribunal administratif, ils n'auront aucun gain de cause. On peut, et on n'est même pas obligé de justifier. C'est dans les textes. Bon, voilà. Sachant qu'on fait preuve de toute la bonne volonté pour pouvoir aboutir, moi ce que je souhaite, c'est qu'on va mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir voir s'il y a encore des possibilités, mais je crois qu'on est quand même aux limites de l'exercice. Question suivante, c'était sur qu'est-ce qui est envisagé pour la piscine, toujours dans les piscines, sur la piscine de la Butte, afin d'assurer le fonctionnement de celle-ci dans des conditions optimales. Oui. Pour la piscine de la Butte, c'est pareil, je vais faire un petit historique. Hein, vous connaissez la piscine de la Butte, c'est une piscine tournesol qui date des années 69, le projet du gouvernement à ce moment-là, qui créait 1000 piscines suite au problème des Jeux Olympiques, où il n'y avait pas eu des bons résultats aux Jeux Olympiques de Mexico en 68. Ils avaient lancé le... 68 ? Oui, non, mais après c'est 68, il y avait eu des mauvais résultats. Et donc c'était la piscine tournesol, dont on voit bien qu'elle est usagée, qu'elle est vétuste, effectivement. C'est pour ça que dans les orientations budgétaires, et on le votera au mois de décembre, il y a une somme qui est prévue pour l'étude de la piscine de la Butte, pour commencer à étudier, pour pouvoir la rénover. On a déjà travaillé avec les services techniques de la ville sur la piscine de la Butte. Il faut savoir qu'on a de la chance et que la charpente est en très bon état. Donc effectivement, il y a la toiture à changer. Le bassin est à revoir, mais là, on a déjà travaillé sur des piscines à bassin inox qui sont plus pratiques en rénovation et surtout en fonctionnement et en entretien. Donc vous voyez, on a commencé à travailler dessus et là, on va voir effectivement une étude pour pouvoir faire la rénovation de cette piscine. Ouais, c'est deux compléments. Bon, d'abord, c'était le général de Gaulle qui n'était pas content des résultats de Rome, donc, mais c'est pas grave. Et celle-ci, c'est une des dernières, puisque c'est fin des années 70, donc c'est vrai que c'était le plan des 1000 piscines. Non, par exemple, il y avait, donc moi je suis usager, je suis prof et j'amène mes élèves là-bas, et la conductrice de car qui vient depuis 21 ans, par exemple, elle me disait, mais si cette piscine-là ferme, moi je perds la moitié de mon service, parce que j'amène tous les élèves des écoles qui viennent dans cette piscine-là, donc elle est très utilisée. Et c'est vrai que les personnels ont des maux de tête, hein, tout simplement, parce qu'il y a des problèmes d'extraction. Enfin, depuis quelque temps, ça c'est un petit peu... Il y a ce genre de problème un peu récurrent, donc c'est plutôt... je pense que c'est important qu'une étude soit diligentée pour que quelque chose soit fait. Mais cette piscine-là, a une identité forte, parce que c'est un peu une piscine familiale, et c'est vrai elle a vraiment tout son rôle, donc le fait qu'elle soit fermée, ça serait pas une bonne chose, quoi. Ok. Tu veux apporter... Mais là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. J'habite Octeville-Bourg. Je suis très attaché à cette piscine et qui est vraiment très utilisée, qui est très appréciée par les scolaires parce qu'elle est familiale, effectivement. Mais il y aura une rénovation qui est prévue et qu'on reverra toute la partie vestiaire pour la remettre aux normes et tout ça. Donc voilà. Mais il faut commencer d'abord par une étude technique
Et puis aussi pour le club d'Octeville Natation, qui a des très 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 bons résultats au niveau des jeunes, puis ils sont au niveau national. Okay. La question suivante, c'est après la réunion du 17 novembre relatif à la nouvelle organisation du travail à la Quincampoise, quel bilan est tiré? Je prie de m'excuser, mais Frédéric Bastien a dû partir. Je vous renvoie, voilà, vous voulez apporter vous-même la réponse, parce que la nouvelle vient de ce matin, on était en comité technique paritaire. On nous a présenté ce matin au CTP un projet de service à l'EHPAD qui est vraiment très bien construit. Tout le monde s'est félicité de ce qui a été fait, parce qu'il faut voir de ce qu'on est parti à ce que vous êtes parti de l'EHPAD. Il y a des améliorations à faire. Ouais. Par contre, il y a eu une réunion le 17 pour faire le bilan de ce projet de service. Bon, si on pouvait avoir le bilan, le résultat. Quoi. Le compte-rendu, je vous ferai Ah, parvenir. voilà. Bon, puis il y a un comité de suivi qui s'est mis en place, c'est fluide. Donc c'était assez exceptionnel ce matin, je pense que c'est sous le contrôle de M. Huette qui était avec nous, pour avoir un projet comme ça qui fait l'unanimité, alors qu'on avait senti qu'il y a quelques mois, il y avait des crispations qui se posaient. Donc il y a eu un travail considérable qui a été fait sur une nouvelle organisation du travail. Les questions suivantes, c'est sur les rythmes scolaires. Donc, quelles sont les premières remontées des comités techniques? Pardon, excusez-moi de dire. Oui, pour ce qui concerne les remontées, ça va être vraiment très limité, puisque pour l'instant, nous avons fait seulement 2 comités techniques. Donc, je pense que la question, c'était la question de toute façon du bilan, puisqu'on avait évidemment annoncé que nous ferions une évaluation de l'organisation qui a été mise en place dès le début de l'année dans le cadre de cette réforme. Cette évaluation, elle se passe évidemment en ce moment. 2 comités techniques seulement ont eu lieu, mais il y en aura 19 au total. C'est-à-dire qu'on réunit l'ensemble des acteurs concernés dans chaque école. Il y a les parents élus, il y a les enseignants, il y a les personnels de la ville, il y a les Francas. L'élu municipal, systématiquement, est invité également à cette réunion. C'est un premier échange. Mais l'évaluation, bien sûr, ne va pas s'arrêter là. Comme je vous l'avais indiqué, il y a un questionnaire qui va être pensé, conçu par la Ligue de l'enseignement, quand même une association de référence dans ce domaine. Questionnaire qui sera donc envoyé aux parents, aux enseignants, aux intervenants, là aussi, à tous les acteurs concernés. Par ailleurs, la Ligue de l'enseignement mènera également une étude un peu plus approfondie dans 3 écoles particulières du territoire de la ville, où elle ira interroger l'ensemble des personnes concernées. Et à la suite de tout ça, eh bien, nous pourrons faire un bilan général et essayer, bien sûr, de proposer les modifications qui s'imposeront. Donc, je ne peux pas vous faire de bilan maintenant. Simplement, ça va venir très très vite, puisque nous faisons les comités techniques maintenant, et il va y avoir très vite la suite de l'évaluation pour un rendu nécessairement en février, puisque les modifications, il faudra qu'on puisse les annoncer dès le mois de mars ou le mois d'avril, étant donné qu'il y a ensuite le projet de service à retravailler, etc. Voilà, je ne sais pas si ça répondait à la question qui était posée, puisque un bilan des comités techniques, à partir de 2 seulement sur 19, ça n'est pas possible. Okay. La question suivante, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va pouvoir compléter. Donc, c'est le sujet de la résidence Jean Levallois, hein, sur l'ensemble du bâtiment. Donc, je ne vous cache pas qu'on est inquiet. C'est vrai que c'est un bâtiment qui n'est pas si ancien que ça. Pardon. Il a une trentaine d'années. Mais malheureusement, alors, les codes de construction de cette époque, je ne sais pas si ça vaut mieux maintenant, mais on s'aperçoit qu'il y a eu une période de construction où on a eu un certain nombre de désagréments par rapport au cadre bâti. Vous savez que ce bâtiment n'était plus aux normes, donc c'est pour ça qu'il y a eu la création de l'EHPAD de la Quincampoise et le transfert des résidents de ce foyer logement vers ce nouvel établissement. Ce bâtiment a été mis en vente, il y a eu des visites, il n'y a eu aucun acquéreur qui s'est intéressé. C'est un bâtiment qui est très complexe dans son fonctionnement. À un moment donné, il y a eu l'opportunité, on aura l'occasion d'en reparler par rapport au centre de l'enfance, pour lequel vous avez vu qu'il y avait une pré-réservation de crédit en investissement sur 2015 sur le quartier des bassins. C'est un projet qui n'est pas encore complètement finalisé, sur lequel il faut être extrêmement prudent, parce que c'est aussi un dossier complexe. Donc le cabinet Bezuel avait fait une étude de reconversion, si on peut dire, de ce foyer logement
pour en faire des bureaux. Les coûts étaient beaucoup trop élevés et ce bâtiment a été utilisé partiellement par Conscience Humanitaire, qui l'a quitté. C'est un bâtiment qui est dégradé, sur lequel se pose aussi la question, parce qu'à côté, juste à côté, nous avons une crèche. On en a parlé également ce matin, je crois. Il y a une crèche en CTP, une crèche de 40 lits. On vient de recevoir une mise en demeure, si on peut dire, cette crèche. Alors c'est un peu particulier, alors c'est les codes de construction de l'époque, mais elle se situe à un étage, donc elle n'est pas du tout pratique, parce qu'il faut monter un escalier pour acheminer les enfants donc, dans la crèche. C'est quand même un petit peu particulier. Et cette crèche, à l'heure actuelle, elle a des difficultés, là aussi, de mise aux normes. Nous sommes en dialogue constant avec la protection maternelle et infantile, qui, je parle sous le contrôle de Muriel notamment, qui nous fait une mise en demeure de réduction de capacité, déjà, pour la rentrée prochaine. De passer de 40 lits à 30 lits, donc on va réussir à le gérer. On est en train de réfléchir sur le transfert de cette crèche. Est-ce qu'il est d'abord, ce qui est tout à fait intéressant, parce qu'on avait eu là aussi une recommandation de la Chambre régionale des comptes qui nous disait faites attention, vous avez une politique de la petite enfance qui est largement surdimensionnée par rapport aux besoins de la population locale, même si elle répond à la population du bassin de vie, et notamment des personnes qui travaillent sur Cherbourg et qui souhaitent déposer leurs enfants en allant au travail. Donc nous avons une étude qui est en cours en ce moment, donc avec la Caisse des allocations familiales, avec l'ensemble des intercommunalités, pour voir comment travailler ensemble sur la définition des besoins et apporter les meilleures réponses qui soient adaptées justement par rapport aux besoins des populations. Alors tout ça par rapport au bâtiment Jean-Levallois, ça veut dire que la décision n'est pas prise, mais on voit qu'on s'oriente à terme vers une déconstruction du bâtiment. Ça nous paraît absolument évident. Pour en faire quoi ? Pour en faire d'abord une réserve foncière, parce que c'est quelque chose c'est un terrain qui est un terrain à haute valeur ajoutée d'une certaine façon, là où il est situé. Et en attendant qu'il y ait une réaffectation du terrain, on se dit qu'il y a des besoins de parking pour satisfaire à la fois les salariés de l'hôpital, les usagers et puis aussi les personnes qui habitent dans l'environnement. Donc voilà, c'est une des pistes de travail sur lequel encore rien n'est acté, mais sur lequel nous acheminons. Oui, par rapport aux normes, c'était pour une EHPAD, donc oui. s'il n'y avait plus de normes pour une EHPAD, pour un résident, pour que ce soit une résidence pour personnes âgées, c'est pas les mêmes normes. Non. Bon, voilà, c'est pas les mêmes normes entre une EHPAD et puis des résidences pour personnes âgées, enfin, je crois. Au départ, c'était un foyer logement. Oui. C'était un foyer logement, c'est les normes du foyer logement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il y a eu le déménagement pour l'EHPAD, c'est que de fait, ça ne répondait plus aux normes pour que ça puisse être transformé en une EHPAD, mais un foyer logement c'est pas la même norme. Voilà. Bon, donc de ce point de vue-là, il y a eu un peu une évolution aussi des politiques pour les seniors, pour les personnes âgées, c'est-à-dire qu'il y a des EHPAD, mais on revient à des résidences pour les seniors, puisque le projet de Nexity, qui n'est qu'un projet par rapport à une résidence pour seniors sur la ZAC des Bassins, alors je ne vais pas rentrer dans le débat technique, mais le fait de mettre dans le débat la déconstruction de la résidence Jean-Levallois doit procéder du fait que le coût de la réhabilitation serait un coût totalement exorbitant. De ce point de vue-là, je ne crois pas que ces études, elles existent vraiment. Si. Le cabinet Alors quel est le coût d'une réhabilitation pour que ce bâtiment-là continue à pouvoir jouer son rôle de bâtiment mixte, enfin un bâtiment avec une mixité fonctionnelle? Le coût qui avait été évalué par le cabinet Bezuel pour la reconversion donc en tertiaire était de l'ordre de 5 millions d'euros. Non, pas pour... Non, le coût pour en faire des bureaux. Pour faire du tertiaire. Et pour en faire des résidences, oui, ça c'était quand il y a eu cette étude-là. Pardon, je vous donne le micro. Quand il y a eu cette étude-là, il n'y avait pas l'idée de refaire des résidences, enfin des foyers logements par exemple. Est-ce que c'est vraiment un bâtiment qui ne pourrait plus du tout être un foyer résidence?
Michel Louzet. Je crois que la structure du bâtiment par elle-même et le mode de construction fait qu'il est complètement impossible de modifier l'organisation générale, enfin, sans avoir des travaux très importants. Pourquoi? Parce que toutes les 2 chambres, il y a un voile béton, et ces voiles béton ne permettent pas d'organiser une nouvelle architecture de ce bâtiment. Les salles de bain sont trop petites, ne peuvent pas être mises aux normes handicapées. Et puis en plus, à l'époque, c'était des très petits appartements, puisqu'on était sur des appartements de l'ordre de 20 mètres carrés. Et lorsque l'on regarde tout ce qui se fait tout de suite en matière de foyer logement, on est plutôt sur des normes beaucoup plus confortables, de l'ordre de 25, 30 mètres carrés, voire 40 mètres carrés sur des studios normaux. Il n'y avait pas de chambres séparées, il n'y avait pas de... Donc on n'est plus du tout dans les caractéristiques qui correspondent au foyer d'hébergement pour les personnes âgées. Et la structure du bâtiment, son mode de construction, ne nous permet pas de faire une réorganisation qui devienne une organisation fonctionnelle. C'est la raison pour laquelle on a eu tant de problèmes. Enfin, moi, j'ai suivi ce dossier lorsque nous avons étudié le centre de l'enfant. Sincèrement, il n'y avait aucune possibilité technique de pouvoir le valoriser. Alors, on a essayé aussi avec de l'hôtellerie, parce qu'on aurait très bien pu faire un hôtel, 1 étoile ou 2 étoiles, mais parce qu'il y a un certain nombre d'hôteliers qui se sont intéressés à ce dossier-là, mais de la même façon, les caractéristiques du bâtiment ne permettent pas cette modification, sinon à perdre des surfaces beaucoup trop importantes. Voilà, tout à fait. Il y a eu des promoteurs qui sont venus, qui ont étudié, dont un promoteur pour un projet de résidence service senior, donc qui n'a pas donné suite à la visite. Voilà aussi. Bon. La question suivante, c'est l'espace, les lacs, l'espace de loisirs de la Maucantin. Et puis après, il y aura une dernière question. Alors, il s'agit d'une question sur une ouverture complémentaire. Vous voulez reposer la question ? Faire part de la pétition que je vous ai remise tout à l'heure. Donc, c'est une pétition pour le retour de la SCAC. Donc, ce sont les jeunes du quartier qui ont pris en main cette pétition. Suite à la réunion du 21 novembre 2014, les adhérents de l'association ELAC souhaitent le retour à la SCAC et donc contre le système de l'ELAC. Nous revendiquons plus d'animateurs afin d'organiser et de structurer les activités sportives et culturelles nécessaires au bon fonctionnement de la communauté d'Octeville. Cette association permet aux jeunes de 8 à 25 ans un lieu de rencontre, de partage et de découverte des notions apportées par le sport. D'accord, alors je suis vraiment très étonnée par cette question, très étonnée parce que je n'ai jamais été sollicitée directement, ni par courrier, ni par téléphone, ni et encore moins directement par la voix. Donc je suis très étonnée de cette sollicitation. On va recevoir ces jeunes, bien évidemment. D'autant plus étonnée également que les lacs, évidemment, c'est pas la même chose que la SCAC. C'était une association avec un fonctionnement associatif très souple, mais les lacs est ouvert entre chaque vacances scolaires quasiment tous les jours de la semaine et pendant les vacances scolaires, matin, après-midi, pour l'EPN et le sport. Donc, plus des nocturnes le jeudi soir. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment une ouverture qui est déjà très importante. Donc, on va les recevoir. C'est peut-être les horaires qui ne conviennent pas. Peut-être qu'ils sont mal positionnés. Donc, ça se regarde, bien évidemment. Donc, comme d'habitude, quand on est sollicité par des habitants, on va les rencontrer, essayer de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Parfait. Monsieur Le Jemtel, oui. Non, juste pour préciser que c'est quand même remarquable qu'une cinquantaine de jeunes aient signé une pétition sur le quartier de la Maucantin. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés d'un sujet, ils formulent une demande, et je trouve que c'est intéressant déjà comme démarche, parce que après la formulation de la pétition, vous l'avez... il y a des approximations dans la pétition telle qu'elle est formulée, c'est clair, mais c'est une pétition de jeunes, c'est-à-dire
c'est incontestable. C'est-à-dire que ce sont 50 jeunes qui ont signé une pétition, et au départ de cette pétition, il y a 3 jeunes qui ont commencé à aller à faire le tour dans le quartier de la Montquentin et tout. Donc voilà, enfin, il faut quand même le repérer, c'est-à-dire on sait ce que sont les pétitions, on peut les faire signer sur les marchés, des fois il y a des organisations politiques, des fois des associations. Là, c'est des jeunes de la Montquentin qui ont formulé leur pétition, qui l'ont fait signer sur... Bon, on s'alarme parfois du fait qu'on n'arrive pas à toucher un certain nombre de publics. Bon, bah là, visiblement, ils ont quand même fait quelque chose de concret, de collectif. Moi, je trouve que c'est bien. J'ai dit simplement que je regrettais qu'ils en soient arrivés à la pétition, qui me semble être le dernier mode d'expression par lequel on passe quand on veut obtenir un changement. On en parle d'abord aux équipes, on demande un rendez-vous, on peut passer un coup de téléphone, il y a plein d'autres choses à faire avant. Mais qu'ils se soient mobilisés et qu'ils soient réunis autour d'un projet, en effet, je trouve moi aussi que c'est une très bonne chose. La dernière question concerne des éléments de patrimoine. Ce sont les 2 pavillons du jardin public. Je suppose qu'on a des éléments de réponse à apporter. Enfin, je peux le dire. Non, Michel, c'est toi qui... Ah non, sur les pavillons. Oui, effectivement. En parlant d'éléments de patrimoine, nous en avons parlé déjà au cours d'une précédente commission. Donc c'est vrai que ces 2 pavillons qui étaient des logements de gardiens pour un et qui était un bureau de police pour le deuxième, ne sont plus en état de recevoir quelque activité que ce soit et nécessiteraient des travaux relativement importants. Mais je considère, comme un certain nombre, qu'il serait dommage de ne pas entretenir ce patrimoine et de le laisser dans un état de décrépitude qui, à mon avis, ne donne pas satisfaction, et en particulier au quartier. Donc, nous allons faire une étude pour au moins la mise en sécurité et la mise hors d'eau de l'ensemble des 2 bâtiments. Ok, de façon conservatoire. Oui. Ok. On arrive au terme de ce conseil municipal. Notre prochaine réunion donc aura lieu le jeudi 18 décembre à 17h. Éventuellement, ceux qui veulent un rafraîchissement, le bar est ouvert derrière.